il sera de combien? Il sera de 8000 dirhams plus 8000 dirhams. C'est-à-dire qu'au total, le compte achat de marchandises, il sera sous-évalué avec ce qui devrait être parce que je n'ai pas comptabilisé de facture et donc je n'ai pas débité achat de marchandises à 2 fois. À 2 reprises, j'aurais dû débiter le compte achat de marchandises de 8000 dirhams. Par contre, je ne l'ai pas fait. Monsieur, Donc j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On a dans les données, le montant de 2 factures, c'est 8000 dirhams. De 2 Non, c'est factures, c'est pas 8000 dirhams chacune. chacune. Ah, non, D'accord? d'accord. Donc le dernier net commercial des 2 factures. Donc le dernier net commercial. Alors pourquoi j'ai pris le dernier net commercial? Parce que avec le dernier net commercial, c'est le montant avec lequel je débite les achats de marchandises. Et si la comptabilité générale, les remises, rabais et ristournes ne sont pas comptabilisées, les factures d'eau. Et Oui. donc le compte achat et vente, on impute le dernier net commercial. Donc là, si on prend les factures de manière séparée, on va dire que les 2 anomalies ne sont pas significatives en elles-mêmes, mais par contre, elles sont significatives en cumulé. L'idée de base, c'est que lors de la mission d'audit, si jamais je me retrouve avec une anomalie qui n'est pas significative, qui ne dépasse pas le seuil de signification, je dois quand même cumuler toutes les anomalies pour voir est-ce que la somme des anomalies va dépasser le seuil de signification ou bien est-ce que la somme des anomalies ne va pas dépasser le seuil de signification. Alors dans ce cas, le compte achat de marchandises, il sera sous-estimé de 16 000 dirhams. D'accord? C'est-à-dire que on n'a pas enregistré 16 000 dirhams le compte achat de marchandises. Et donc, nous aurons moins de charges, le CPC. Et lorsque je dis moins de charges, c'est-à-dire plus de résultats. Et donc, faites le cas, le résultat sera surestimé de 16 000 dirhams. Donc, ce qui va donner une impression que l'entreprise est rentable, alors qu'en réalité, elle est moins rentable que ce qui est affiché dans le compte des produits et des charges. C'est bon? Donc maintenant, je fais un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, les anomalies dans le domaine de l'audit comptable et financier que l'auditeur doit détecter sont de 2 types. Soit ils sont de manière volontaire, on parle de fraude, ou bien ils sont involontaires, dans ce cas on parle d'erreur. Ces anomalies, ils peuvent être soit significatifs, si ils risquent de faire changer la décision des utilisateurs des états de synthèse. Alors, pour savoir si une anomalie est significative ou pas, on la compare avec le seuil de signification. Alors, comment on détermine le seuil de signification? C'est on applique un pourcentage de 5% au résultat courant de l'entreprise. D'accord? Donc, si l'anomalie dépasse le seuil de signification, on va dire que l'anomalie est significative. Si l'anomalie ne dépasse pas le seuil de signification, dans ce cas, il faut faire attention. Est-ce que l'anomalie qui ne dépasse pas le seuil de signification, si jamais elle est cumulée à d'autres anomalies, est-ce qu'elle va devenir significative? Parce qu'à le cas, une anomalie qui n'est pas significative en elle-même, mais par contre, elle est significative dans le cumul. En cumulé. C'est bon? Oui. Oui, Alors monsieur. maintenant, on va revenir les 3 notions que nous avons présentées la définition, la définition, et nous avons dit que l'objectif de l'auditeur est de vérifier que les états financiers reflètent d'une manière régulière, fidèle et sincère. Donc maintenant, on va revenir à ces 3 notions-là. D'ailleurs, si on veut lire le rapport ديال les comptes conf la première séance, il y a le rapport d'audit, il y a les comptes d'Altissarat al-Maghrib, on trouve aussi les mêmes termes que nous certifions, donc les 2 commissaires aux comptes certifient que les états de synthèse cités sont réguliers
régulier, sincère et donne, dans tout le respect, une image fidèle. C'est-à-dire que finalement, l'auditeur, dans le cadre de l'audit comptable et financier, il doit être garant de la régularité, de la sincérité, d'accord, et de la fidélité, ou bien de la notion de l'image fidèle. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer les trois notions, tout en donnant des exemples. Alors, la régularité, tout simplement, c'est le respect de la loi. D'accord? Donc, la régularité, c'est le respect de la loi. Si l'achat d'une marchandise doit être taxé la TVA de 20%, parce que le Code général des impôts, vous avez les taux qui sont applicables par catégorie de produits. Et que au niveau de l'établissement de la facture et de la comptabilité, au lieu de facturer la vente à 20% et les facturer à 14%, bien à 7%, alors dans ce cas, est-ce que le CPC, est-ce que le bilan seront réguliers? La réponse est non, parce que on n'a pas respecté la loi. D'accord? Parce qu'on n'a pas respecté la loi. Je donne un autre exemple. L'amortissement. Alors, combien nous avons de modes d'amortissement? Donc, on a le mode d'amortissement linéaire. Nous avons le mode dégressif. Sauf que les immobilisations en non-valeur, on ne peut pas les amortir selon le mode dégressif. C'est une règle. Les immobilisations en non-valeur, avec les frais de constitution, les frais préliminaires, ne peuvent pas être amortis selon le procédé dégressif. Si je trouve que dans la comptabilité d'une entreprise, on amortit les immobilisations en non-valeur selon le procédé dégressif, dans ce cas, ce n'est pas régulier. Même le cas des amortissements, on va comme un autre exemple, il y a les durées. Parce que pour le type d'immobilisation, on a de la durée fiscale qu'on doit respecter. On ne peut pas amortir un bâtiment, elle a 2 ans, elle a 4 ans. D'accord? Donc, oui. Ce n'est pas possible. Et donc, si on trouve que le comptable de cette entreprise amortit un bâtiment sur 2 ans ou bien sur 3 ans, on va dire que ce n'est pas régulier. C'est bon? Alors, dans la régularité, on a aussi le respect des comptes, au niveau du plan comptable, parce que le plan comptable impose des intitulés de comptes bien définis. Je fais un achat de marchandises, même s'il y a de la marchandise et elle est sous forme d'un ordinateur que je vais revendre, je ne vais pas noter achat d'ordinateur. Je dois respecter ce qui est noté dans le plan comptable. Donc, je dois débiter le compte achat de marchandises. Donc, si je vais utiliser un compte qui n'est pas conforme le plan comptable, automatiquement, je n'ai pas respecté la loi dans ce sens. C'est bon? Donc voilà, le premier objectif de l'auditeur est de s'assurer de la régularité des comptes, c'est-à-dire la conformité des comptes aux règles et lois appliquées. C'est bon? Alors, si vous avez des questions, vous m'arrêtez et vous posez votre question. Alors, si c'est clair, alors je passe le deuxième objectif qui est la sincérité. Alors, parfois, il y a des aspects dans la comptabilité qui ne sont pas vraiment réglementés de la loi. Comme un exemple, il y a les provisions pour dépréciation des créances clients. Alors, il y a la comptabilité générale. À la fin de chaque année, l'entreprise recueille des informations sur ses clients. Et si l'entreprise s'aperçoit que la situation financière de quelques clients devient critique, il peut constituer des provisions parce qu'il est très possible que les clients ne vont pas payer leurs dettes, c'est-à-dire l'entreprise ne va pas récupérer les créances à 100%. D'abord ici, c'est quoi le problème? Le problème, c'est lorsque on va constituer donc les provisions.
Alors, et là, sur les exercices, on vous donne directement le pourcentage. On vous dit que les observations, le client, on espère récupérer 60% de la créance du client Ahmed. On pense ne pas récupérer 40% ou bien 30% de la créance du client Hassan Selma, etc. Alors, عقلي على des provisions, quand on fait S2. Oui, monsieur. Monsieur. D'accord. Donc, on a le problème qui peut se poser au niveau de l'audit, c'est que parfois, l'entreprise sait que le client, il peut maintenant payer 80%, c'est-à-dire que la provision sera uniquement de 20%, mais quand même, l'entreprise va constituer une grande provision. Il va provisionner 50% ou la 6%. Pourquoi? Pour la même logique, pour gonfler les charges de l'entreprise. Alors là, il n'y a pas de règle comptable précise ou bien une loi qui montre comment estimer les provisions. C'est-à-dire ici, on ne peut pas parler de régularité, d'accord, mais on parle de sincérité. Là, vous avez un principe qui est important, il y a la bonne foi. C'est-à-dire niya al-hasana de la direction. Alors dans ce cas, qu'est-ce que l'auditeur va faire? Il va réviser la méthode d'évaluation ou de l'estimation des pourcentages de provision avec la direction. Alors si l'auditeur constate que d'après les données recueillies à la client, le pourcentage de la provision semble correct, dans ce cas c'est bon. Par contre, si il s'aperçoit que le pourcentage de la provision est exagéré, c'est-à-dire que d'après les données recueillies sur les clients, le pourcentage semble très grand. Dans ce cas, il va quand même donner la remarque à l'entreprise comme quoi il n'y a pas de la sincérité dans l'estimation des provisions. C'est bon? Monsieur? Oui? Je n'ai pas bien compris la sincérité. Alors la sincérité, je vais répéter encore une fois, la sincérité concerne les domaines de la comptabilité qui ne sont pas réglementés par une loi. À titre l'exemple, il y a les provisions pour dépréciation, il y a les créances. À la fin de chaque année, l'entreprise fait une estimation. Il ne va pas récupérer des clients, ou des clients ils seront insolvables, ils seront dans l'incapacité de payer leurs dettes, etc. Ou avec le montant qu'il estime, il le constitue sous forme de dotation. D'abord, le cours de S2, les travaux d'inventaire, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ou avec les dotations, ils sont enregistrés sous forme de charges. D'abord, il se peut que parfois l'entreprise va avec les pertes probables, les provisions, que pour gonfler les charges et baisser le résultat. D'accord? Donc, on n'a pas de règle précise sur l'évaluation, les pourcentages des créances douteuses. C'est bon? Donc, on ne peut pas parler de régularité parce qu'il n'y a pas de texte juridique. Donc, c'est en fonction des données recueillies par l'entreprise sur les clients qu'elle va fixer les pourcentages. Mais par contre, si l'entreprise, je donne un exemple, un client qui n'a pas de difficulté financière, mais quand même, l'entreprise a constitué une provision pour dépréciation de sa créance. Alors, est-ce que avec le poste client et contrat attaché sincère, il est toujours régulier parce qu'on respecte toujours la loi, il n'y a pas de contradiction avec la loi, vu que la loi n'impose rien en matière de provision pour dépréciation. Mais est-ce que c'est sincère? Alors la réponse est non, parce qu'il n'y a pas de la bonne foi de la direction. C'est-à-dire que la direction, il a fait exprès de surestimer le montant de la dépréciation que pour gonfler les charges de l'entreprise. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. Voilà. Alors, la troisième notion, c'est la notion de l'image fidèle.
Alors, l'image fidèle, c'est-à-dire que je dois donner toutes les informations possibles pour que le lecteur de l'état financier ait une image aussi objective que possible de la réalité comptable d'une entreprise. D'abord, si vous prenez d'abord les états financiers, vous avez le bilan, le CPC, l'état de solde de gestion, le tableau de financement. Sont donc des documents qui sont chiffrés. Les éthiques, vous allez trouver donc les tableaux des immobilisations, les tableaux des amortissements. Alors, sauf le tableau des amortissements, vous avez le cumul dès le début d'exercice, voilà les dotations que nous avons passées au cours de l'exercice, voilà le cumul des amortissements, des immobilisations que nous avons cédées, et finalement le cumul à la fin de l'exercice. Donc les éthiques, donc les tableaux, les créances, les immobilisations et les amortissements permettent de donner une image plus fidèle. D'accord? Même les éthiques, une partie qui est qualitative, c'est-à-dire qu'il y a des données qualitatives. Voilà le nombre de voitures qu'on possède, etc., etc. Alors, un exemple, c'est-à-dire que l'entreprise doit fournir le plus d'informations possible dans les états des informations complémentaires pour que donner à l'investisseur une perception exacte de la réalité économique de l'entreprise. C'est comme un autre exemple de l'image fidèle. Alors, il y a la comptabilité analytique. Pour calculer le stock final, on doit utiliser l'une des méthodes d'évaluation. Et nous avons dit la séance dernière que le Code général de normalisation comptable, la méthode LIFO n'est pas admise. C'est-à-dire que si je trouve une entreprise qui a calculé ou bien qui a évalué le stock final par la méthode LIFO, automatiquement je vais dire que ce n'est pas régulier. Le principe de régularité n'a pas été respecté. D'accord? D'abord, supposons qu'une entreprise, comme l'exemple de il y a le margin, concernant, ou n'importe quelle épicerie, concernant les produits laitiers. Normalement, les produits laitiers ont la date de péremption. Donc, si vous remarquez margin, on a les produits qui ont la date la plus proche, qui sont posés en premier. C'est-à-dire que, pratiquement parlant, l'entreprise travaille avec le principe du premier entrée, premier sorti. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Alors, d'abord, l'évaluation du stock final via les produits laitiers. Quelle est la méthode qui donne une image plus fidèle? Ou est-ce c'est le FIFO ou bien c'est le CMUP? C'est le FIFO, monsieur. FIFO. Très bien, c'est la méthode FIFO. D'abord, si je trouve que l'entreprise, pour évaluer le stock final, pratique la méthode CMUP, est-ce que c'est régulier? Oui, c'est régulier. C'est toujours régulier parce que la méthode CMUP, elle est autorisée. Est-ce que c'est fidèle à l'image de l'entreprise? Non. Oui, non. Voilà, ce n'est pas fidèle. Et donc, si une entreprise... Pourquoi, monsieur? Pourquoi on n'est pas fidèle? Parce que tout simplement, dans la réalité, avec l'entreprise, elle vend les produits qu'il a achetés en premier. Si elle évalue le stock par la méthode CMUP, c'est comme si l'ordre n'est pas important. D'accord? Comme l'exemple inverse. Une entreprise qui travaille par la méthode CMUP, maintenant, on va dire Kitea. Alors Kitea, lorsqu'il est en train de vendre maintenant les bureaux, les mobiliers, il ne s'intéresse pas le mobilier qui a été acheté en premier. C'est bon? Donc, lorsque vous allez maintenant Kitea, vous allez choisir un bureau, on ne va pas vous donner obligatoirement celui qui a été acheté en premier. On va vous donner l'un des deux. Alors, au niveau de le bilan, au niveau de le stock, la méthode la plus fidèle, c'est la méthode CMUP. Parce que la méthode CMUP, elle calcule une sorte de moyenne, sans s'intéresser à l'ordre. C'est le premier entrée qui est le premier sorti ou pas. D'accord? Donc, si on trouve que, maintenant, pour évaluer le stock, Kitea utilise la méthode FIFO, c'est régulier parce que la loi l'autorise, mais par contre, cela ne permet pas de donner une image fidèle de ce que se passe réellement dans l'entreprise.
pour avoir une image fidèle de ce que se passe dans l'entreprise, Marjan doit évaluer les produits laitiers par la méthode FIFO et Kitea doit évaluer les mobiliers par la méthode CUP. D'accord? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va Monsieur. passer à la partie... Oui? مسيو دابا نقدروا نقولوا ان ديك لا ميثود ليفو هي ماشي ريغولير وماشي فيدال. La méthode LIFO. ليفو وي. La méthode LIFO n'est pas régulière. Alors, pour parler de fidélité, on a l'activité de l'entreprise. Parce que pourquoi il n'est pas autorisé au Maroc? Parce que la méthode LIFO, généralement, quand ça met le vin. Ou ben, le vin, il est interdit d'être vendu au Maroc. D'accord? Donc, il faut voir surtout l'activité de l'entreprise. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors maintenant, on passe... Oui, une autre question. Allez-y. Pour la sincérité, est-ce que pas aussi pour l'objectivité? Comment? Pour la sincérité, est-ce qu'on parle aussi pour l'objectivité? Est-ce que c'est qu'on a Oui, bien sûr, parce que si je suis objectif, automatiquement, j'ai la bonne foi. Oui, tout à fait. Merci, monsieur. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer une partie très importante. Maintenant, on parle des assertions d'audit. Alors, à la notion d'assertion, alors on va l'utiliser tout au long du semestre et vous allez l'utiliser le master, les cours de l'audit par la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une assertion? On a comme un exemple pour vous expliquer bien le principe de l'assertion. Alors, Anna, je suis un auditeur. Je vais auditer une entreprise, audit comptable bien évidemment, et là, je prends au hasard la facture. Je vais prendre une facture d'achat de marchandises. Elle la facture d'anomalie que je dois vérifier. Il se peut que la facture ne soit pas enregistrée carrément, elle soit oubliée. Le fait que la facture soit oubliée, est-ce que c'est une anomalie comptable? Oui, Bien sûr que oui. mais involontaire. Bien sûr que oui. Bien sûr, c'est une erreur. Bon. Je peux trouver que la facture, elle est enregistrée, mais par contre, le montant, le journal, n'est pas le même que celui sur la facture. Voilà un autre type d'anomalie que je peux trouver. D'accord? Notez comme un troisième exemple. Je peux trouver que la facture, elle est enregistrée de manière correcte par rapport aux montants. Mais par contre, au lieu de débiter le compte achat de marchandises, le comptable a débité le compte achat de matières premières, alors qu'en réalité, j'ai acheté des marchandises. Alors, un troisième exemple d'une anomalie, etc. C'est-à-dire que le même enregistrement, bien la même pièce justificative, il y a plusieurs possibilités d'avoir des anomalies. Mais on a une seule anomalie qui peut survenir. Nous avons plusieurs types d'anomalies qui peuvent être présents au niveau de la comptabilité. Alors, est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, monsieur. D'accord? On dit plusieurs types d'anomalies. Les types d'anomalies, ce qu'on appelle les assertions. D'accord? Donc, les assertions sont tout simplement les différents types d'anomalies qui peuvent exister au niveau de la comptabilité de l'entreprise. Et donc, il faut, pour vérifier l'enregistrement, donc je dois vérifier un ensemble d'assertions. Je dois vérifier est-ce que les montants sont corrects, est-ce que les comptes sont corrects, est-ce que la date et les numéros de compte sont corrects, est-ce que la facture en elle-même, est-ce qu'elle n'est pas falsifiée, est-ce que c'est une facture réelle qui correspond à une opération de vente réelle. Et donc, vous remarquez qu'on doit valider un certain nombre de critères.
واحد المجموعة د المعايير qu'on doit valider وهاد les critères tout simplement ce sont les assertions d'audit. D'accord? Donc je répète, les assertions d'audit sont tout simplement les possibilités que je peux avoir une anomalie. Donc une anomalie peut être soit au niveau du montant, soit au niveau du compte, et ainsi de suite. Alors, les assertions d'audit, comme vous le savez, la comptabilité, au cours de l'année, au cours de l'exercice comptable, depuis le 1er janvier à le 31 décembre, généralement, on tient la comptabilité courante. C'est ce qu'on appelle la comptabilité courante. Fait que la comptabilité courante, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre. Alors, qu'est-ce que fait le comptable tout au long de l'année? L'enregistrement des opérations comptables. Courant. Voilà, on enregistre les opérations comptables courantes, les factures, les pièces justificatives, les effets de commerce. À la fin de chaque mois, on reporte ces écritures sur le grand livre et puis sur la balance mensuelle. C'est-à-dire que nous avons, au niveau des enregistrements comptables, nous avons des assertions qu'il faut valider. D'abord, à la fin de l'année, on a le traitement particulier de la comptabilité. Donc, à la fin de l'année, qui nous a deux choses. Les écritures de régularisation, ou bien ce qu'on appelle les travaux de fin d'exercice ou encore les travaux d'inventaire. Et après les travaux d'inventaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois que nous avons terminé les travaux d'inventaire, on fait l'audit. L'élaboration de bilan et des CPC. Très bien. L'élaboration des états de synthèse. C'est bon? Alors, la première partie, vous avez les assertions de chaque jour. Les assertions, je dois les vérifier de manière permanente, tout au long de l'année. À la fin de l'année, c'est de manière ponctuelle. Donc, on dit l'inventaire, on dit les travaux de fin d'exercice, et j'ai l'élaboration des états de synthèse. Alors, normalement, les travaux d'inventaire, c'est tout simplement pour corriger les soldes de la balance, parce que quand on a de la balance avant inventaire, vous passez les écritures d'inventaire et comme ça, vous avez une balance après inventaire avec des soldes qui sont corrigés. Ou donc les soldes, à partir de ces soldes-là, qu'on établit les états de synthèse. Et donc, il faut, lors de l'audit, il faut vérifier des assertions relatives aux opérations et aux événements survenus au cours de la période, au cours de l'année. Donc là, on parle d'enregistrement de factures, d'effets de commerce, des opérations courantes. Et finalement, à la fin de l'année, on doit aussi valider des assertions relatives aux soldes de compte en fin de période. Ou les soldes de compte de fin de période, on a les soldes qui vont être portés au niveau du bilan et au niveau du CPC. Alors, est-ce que les enregistrements au cours de l'acte, les soldes en fin de période? Alors là, c'est une question que je vous pose. Oui, monsieur. Bien sûr, tout à fait. Parce que le fait de ne pas enregistrer une facture d'achat tout au long de l'année, cela va se refléter sur le CPC, sur le solde via le poste achat revendu de marchandises, qui sera sous-estimé. Et par conséquent, le résultat il sera surestimé. Donc le résultat radicon plus grand que ce qu'il devrait être. C'est bon? Donc maintenant, on va voir pour les assertions relatives au flux d'opérations au cours de la période, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour les opérations au cours de l'année et qu'est-ce qu'il faut vérifier pour les soldes de fin de période. Donc maintenant, on va débuter avec les flux d'opérations au cours de l'année. Donc, c'est-à-dire les assertions qui sont présentes. En d'autres termes, les anomalies peuvent être présentes au niveau de six critères. Nous avons la réalité, l'exhaustivité, l'exactitude, la séparation des périodes, la classification et la présentation. Donc, pour vous expliquer les notions, je vais partir d'un exemple concret.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'au cours de l'année, qu'est-ce qu'on enregistre? Les opérations. Les opérations. Donc, on va prendre voilà, une opération d'achat ou bien de vente. On va prendre une facture. Une facture. Voilà. On va expliquer les assertions, alors les types d'anomalies que je peux avoir concernant de la facture. Alors là, nous avons une facture droit. Alors, le fournisseur, c'est la Ratex, c'est l'entreprise qui est auditée. Le client, c'est une autre entreprise, Fodex. Voilà la date d'élaboration de la facture, c'est le 22 décembre 2020. Ici, vous avez le numéro de la facture. Alors ici, vous avez le décompte. Alors, vous avez le montant hors taxe. Alors, marchandise pour un montant de 20 000 dirhams. Une remise qui a été accordée de 5%. On va... Alors, cela veut dire que la remise, elle est de 1000 dirhams. Alors, le net commercial est la différence entre le montant brut et la remise. Alors, 20 000 moins 1000, ça donne 19 000 dirhams. La TVA sur les marchandises, dans ce cas, elle est au taux de 20%. Donc, vous multipliez 19 000 fois 20%, ça vous donne 3 800. Et donc, le net à payer TTC, c'est la somme du net commercial plus la TVA, ce qui donne 22 800. En bas, vous avez le mode de paiement. Le mode de paiement est à crédit. C'est bon? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, monsieur. Monsieur. Alors, d'abord, si je vous demande, d'abord l'écriture à passer dans ce cas. D'abord, si vous êtes le comptable de l'entreprise Laratex, je n'ai l'écriture que je vais passer. Donc, je vais essayer de schématiser l'écriture ici. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est une opération d'achat ou bien une opération de vente? Opération de vente. Très bien, c'est une opération de vente de marchandises. Donc, qu'est-ce que je vais... Je nomme les comptes à utiliser dans ce cas. Le client. Vente marchandise, c'est Voilà, donc je vais débiter client. Client. Oui. Je vais créditer. Vente de marchandises. Alors, Vente de marchandises. Vente de marchandises. très bien, je vais créditer. Je vends de marchandises. Alors, j'essaie de voilà, au Maroc. J'essaie de faire avec le stylet parce que je ne maîtrise pas bien le stylet. Et quel autre compte? État TVA facturé. Très bien. Donc, État, TVA. État TVA facture. Alors, pour les numéros de compte, donc vous avez 3421. Vente de marchandises au Maroc, c'est 77. 7111. Et finalement, l'état TVA facturé, c'est 4455. 55. Donc après, il faut ajouter la date là, donc c'est 22, etc. Et le libellé, c'est la facture numéro Cadido, l'intitulé de la libellé de l'opération en bas. Alors, concernant les montants, alors client, il doit être débité par combien? 22 800. Voilà, c'est la créance totale TTC, donc c'est 22 800. Vente de marchandises, on a dit, oui, combien? Le dernier Net commercial. Très bien, c'est le dernier net commercial, soit 19 000 dirhams. Et finalement, la TVA, c'est 3 000. Très bien.
Donc, c'est l'enregistrement qui devrait être passé par le comptable de l'entreprise. Maintenant, on a les différentes possibilités pour avoir une anomalie. On a dit, on a les assertions. Donc, nous avons la réalité, l'exhaustivité, l'exactitude, la séparation des périodes, classification et présentation. Donc, maintenant, on va débuter avec la réalité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, la réalité signifie que la facture correspond à une opération de vente réelle et qu'il ne s'agit pas d'une facture falsifiée. D'accord? Donc, l'auditeur doit s'assurer que la facture, elle correspond à une opération de vente réelle. Qu'est-ce que ça veut dire une opération de vente réelle? C'est-à-dire que l'entreprise, elle a réellement vendu des marchandises. Et comment l'auditeur peut-il s'assurer de ça? Donc, qui fait l'auditeur peut-il s'assurer de la réalité de la facture? Il va faire l'inventaire de stock, non? Alors, c'est possible. Alors, si jamais le montant elle est trop grand, dans ce cas, oui, on peut faire un rapprochement avec la quantité en stock. On peut aussi comparer avec d'autres documents internes. Parce que maintenant, lorsqu'on vend les marchandises à un client, nous avons déjà reçu la commande, nous avons déjà envoyé un bon de commande. L'auditeur peut s'assurer les bons de livraison, parce que le bon de livraison, c'est un document qui valide que réellement nous avons reçu, bien nous avons envoyé la quantité d'une autre entreprise. D'accord? Donc, il y a le bon de commande. Le bon de commande, c'est une préfacture, c'est avant de l'opération d'achat. Après, nous avons la facture. Et lors de la livraison, il y a le document qui s'appelle le bon de livraison. Donc, l'auditeur peut faire un rapprochement. Et donc, s'il trouve que réellement, il y a le bon de commande dans le client, et finalement, il y a un bon de livraison, un bon d'expédition de l'entreprise, cela augmente la probabilité que la facture ne soit pas falsifiée. Parce que le bon de commande, peut-être, il est fait par le service d'approvisionnement, le bon de livraison peut être service de distribution, et du coup, si nous avons plusieurs responsables qui ont signé des documents différents, mais qui ont le même net commercial, la même quantité, etc., cela limite le risque que la facture soit falsifiée. C'est bon? Donc, la première assertion que l'auditeur doit valider, c'est la réalité, c'est-à-dire que tous les documents, au cours de la période, doivent être réels et doivent correspondre à des opérations de vente ou bien d'achat réelles. Alors, deuxième assertion à valider, c'est l'exhaustivité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les factures ont été comptabilisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas oubli ou bien omission de comptabilisation. Donc, pour cette facture, si la facture elle est comptabilisée, c'est bon. Si la facture n'est pas comptabilisée, elle a été oubliée, dans ce cas, l'assertion d'exhaustivité n'est pas valide. D'accord? Donc, l'assertion de l'exhaustivité, dans ce cas, n'est pas valide. Donc, on passe à la troisième assertion, l'exactitude. Là, on part de l'exactitude des montants. Imaginez avec l'écriture, au lieu que le comptable ne crédite vente de marchandises le dernier net commercial, elle a crédité par le montant brut, par 20 000 dirhams. Alors, la facture est réelle. La facture elle a été enregistrée. Donc, les deux premières assertions ont été validées. Mais, est-ce que l'exactitude des montants est présente? Alors, la réponse est non. Alors, si le comptable a imputé d'autres montants que ceux-ci au niveau du journal, automatiquement, l'assertion de l'exactitude ne sera pas vérifiée. Donc là, pour l'assertion de l'exactitude, il faut que le montant enregistré au crédit du compte vente de marchandises au Maroc soit
le dernier net commercial. Le compte état TVA facturé doit être crédité par le montant de la TVA. Et finalement, le compte client doit être débité par le montant TTC, le net à payer TTC. C'est bon? Alors, pas de questions jusqu'à présent. Monsieur, l'exhaustivité. Oui? Monsieur, faites le cas de l'exhaustivité. Alors, l'exhaustivité, ça veut dire l'auditeur doit vérifier que tous les documents comptables ont été, les factures, que toutes les factures ont été enregistrées pendant l'année. C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié d'enregistrer quelques factures. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Alors, quatrième assertion, c'est la séparation des périodes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire séparation des périodes? Alors, on a le principe comptable très important, qui est le principe de spécialisation des exercices. Une charge et un produit qui ne concernent pas de l'année ne doit pas être enregistré, ne doit pas apparaître le CPC et le bilan de cette année. D'abord, là, si vous remarquez, la facture de vente elle a été établie le 22 décembre. Alors ici, j'ai deux cas. Si au 31 décembre, donc je vais attendre jusqu'au 31 décembre, si la livraison n'est pas faite le 31 décembre, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon client ne sera livré que le janvier 2021. Si c'est le cas, l'opération ne doit pas figurer dans la comptabilité de l'exercice 2020. Dans le cas contraire, si la livraison est faite avant la fin de l'année, dans ce cas, pas de souci. La séparation de périodes signifie que la facture doit correspondre à des marchandises qui ont été livrées au cours de l'exercice comptable. Ou d'ailleurs, les personnes qui ont vu la régularisation des charges et des produits, les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à payer et les produits à recevoir vont bien comprendre le principe de séparation de périodes. Donc je répète, si les marchandises sont livrées pendant l'année, alors pas de souci. Si les marchandises ne seront livrées le janvier 2021, alors que la facture elle a été établie en décembre 2020, alors la facture ne doit pas être enregistrée. Donc au 31 décembre, on doit faire la contrepassation pour annuler la facture qui doit être reportée pour l'exercice prochain. C'est bon? Cinquième assertion, c'est la classification. Alors lorsqu'on parle de classification, on parle de l'utilisation des bons comptes. Est-ce qu'on a classé donc, les éléments dans les bons comptes ou pas? Alors là, les bons comptes, pour ma vente de marchandises au Maroc, état TVA facturé et client. Si jamais l'auditeur a constaté que le comptable a utilisé un autre compte que ces trois-là, automatiquement, le critère ou bien l'assertion de classification ne sera pas valide. Finalement, présentation. La présentation de l'enregistrement doit être conforme au référentiel applicable. Comme vous le savez, une écriture comptable, pour qu'elle soit correcte, elle doit comporter les numéros de compte, un libellé, la date d'enregistrement et surtout le respect des intitulés des comptes. Donc je dois respecter les intitulés de compte qui figurent au niveau du plan comptable. Et donc voilà, nous avons vu qu'une seule facture peut avoir des anomalies au niveau de plusieurs assertions. D'accord? On fait un petit résumé. Donc, première assertion pour l'enregistrement d'une facture, à titre d'exemple, c'est la réalité. Ici, l'auditeur doit s'assurer que la facture correspond à une opération de vente réelle ou bien une opération d'achat réelle. Pour cela, il peut faire la comparaison. Il peut faire la comparaison avec les bons de commande, les bons de livraison, et ainsi de suite.
Deuxième critère, c'est l'exhaustivité. L'auditeur doit vérifier que toutes les factures ont été enregistrées et qu'aucune facture n'a été omise. L'exactitude des montants. Donc, l'auditeur doit vérifier que les montants imputés au compte sont exacts. Dans le cas des factures droits, les comptes d'achat et de vente doivent être imputés par le dernier net commercial. Le compte client-fournisseur ou bien les comptes de trésorerie doivent être imputés par le net à payer TTC, et ainsi de suite. Séparation des périodes. Donc, l'auditeur doit s'assurer que la livraison a été faite pendant la même année. Sinon, l'opération ne doit pas être enregistrée pour l'exercice. La classification, cela veut dire que le comptable de l'entreprise a respecté les bons comptes. Et finalement, la présentation, c'est-à-dire les enregistrements ont été bien présentés et respectent le référentiel en matière de présentation. Alors, on a les assertions que l'auditeur doit valider pour les opérations au cours de l'année. Alors maintenant, on va voir les assertions qu'il faut valider pour les soldes de fin de période. Alors, lorsque je dis les soldes de fin de période, c'est-à-dire les soldes de la balance après inventaire et évidemment les soldes qui figurent au niveau du bilan et au niveau du CPC. Alors, pour cela, on va prendre un autre exemple. Alors, soit l'extrait suivant du bilan de l'entreprise Laratex SA. Alors, à de l'entreprise, attendons à l'extrait de bilan. L'extrait, il concerne les stocks de matières et fournitures consommables. Alors, on a le montant brut, c'est 650 000 dirhams. Nous avons la provision, ou bien la dépréciation des matières premières pour un montant de 50 000 dirhams. Nous avons le net, qui est tout simplement la différence entre le brut et les provisions, ce qui donne 600 000 dirhams. Et finalement, nous avons le net de l'année dernière, qui était de 500 000 dirhams. Le poste de matières et fournitures consommables concerne le stock de matières premières, c'est-à-dire que nous avons une information concernant les stocks de matières premières. Alors, une première question, le montant brut, il représente quoi? 650 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, qu'est-ce que la valeur brute représente? Le capital, Montant d'achat. les achats, La valeur de stock. C'est plutôt la valeur du stock qui a été évaluée selon l'une des méthodes, que ce soit FIFO ou bien CNUP. C'est bon? Lorsqu'on fait avec le tableau d'inventaire permanent, le compte d'inventaire permanent que vous avez fait l'année dernière pour la comptabilité analytique, alors comme le stock initial, les entrées ou les sorties, et vous aurez le stock final qui est calculé par la différence. D'accord? Alors, avec le stock final, soit il est multiplié le CNUP, ou bien, il a le FIFO ou bien LIFO. Dans ce cas, il faut respecter les prix d'achat selon l'ordre du dialogue. Donc, le montant brut, c'est tout simplement le stock final qui a été évalué selon l'une des méthodes, soit FIFO ou bien CNUP. C'est les deux méthodes qui sont régulières au Maroc. Un approvision, c'est-à-dire que il existe une dépréciation probable. Un lot des matières premières, peut-être il a été endommagé lors de la livraison, et dans ce cas, on a constitué une provision de 50 000 dirhams. Le net, donc, c'est la vraie valeur, c'est-à-dire la différence entre les deux. D'abord, en voyant l'extrait de le bilan, l'auditeur, qu'est-ce qu'il doit valider? Alors, en d'autres termes, les possibilités, où se trouvent les possibilités de trouver des anomalies. Alors, on débute avec la première assertion, l'existence. Alors, puisque au niveau du bilan, on a un stock de matières premières au 31 décembre, l'auditeur doit vérifier est-ce que le stock est en réalité ou pas. Est-ce que les matières premières existent dans la réalité? C'est-à-dire, les entrepôts de l'entreprise, on doit trouver des matières premières d'une valeur de 650 000 dirhams.
Je donne un autre exemple. Supposons que ma mouche d'abord les matières premières, mais supposons que on a le poste matériel de transport. L'auditeur, une fois il voit au niveau du bilan que l'entreprise possède un matériel de transport, il doit vérifier est-ce que ce matériel existe en réalité. Donc, il doit aller maintenant au parking de l'entreprise et voir est-ce que le matériel existe en réalité. C'est bon? Donc, c'est la première assertion qu'il faut vérifier pour les soldes en fin de période. Deuxième assertion, droit et obligation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, droit et obligation? Alors, je vais rebondir sur l'exemple du matériel de transport. Alors, il ne suffit pas d'avoir un matériel de transport, le parking, plus que ça. Il faut vérifier les documents du matériel de transport. Il faut que le matériel de transport soit la propriété de l'entreprise, comme signé de l'entreprise. Le cas d'existence. Le cas d'existence, c'est le cas dans l'entreprise, c'est-à-dire achat et revente de marchandises. L'auditeur فاش غادي يبغي يشوف لنا ستوك انيسيال راه ما غاديش يلقى باش يمشي للستوك يلقى ستوك انيسيال سالب. Oui, mais attention, l'auditeur, il doit être présent dans l'opération d'inventaire des stocks. C'est bon? Alors, l'inventaire se fait au 31 décembre, où la présence de l'auditeur avec le mois, elle est importante. Vous avez parfaitement raison. Pour les autres postes de l'actif, ça ne pose pas de problème, parce qu'un matériel de transport, soit il est toujours dans l'entreprise, soit il est vendu. Et s'il est cédé, bon, bien évidemment, vous avez l'écriture comptable de la cession. D'abord, j'explique la deuxième assertion, droit et obligation. Avec les matières premières qui sont disponibles à l'entrepôt, ils doivent être la propriété de l'entreprise. Mais si les matières premières, généralement, une autre entreprise. Le matériel de transport qui est garé dans le parking de l'entreprise, lorsqu'on vérifie les documents de la voiture, le propriétaire doit être l'entreprise en tant que personne morale. D'accord? C'est-à-dire, il faut vérifier que le matériel de transport il est vraiment du milkia de l'entreprise ou pas. Est-ce qu'il est dans la propriété de l'entreprise ou pas? Alors, les droits concernant le Matzelan, a fait comme un autre exemple, le compte. Le compte Matzelan chèque. Alors, le compte chèque, vous voyez au niveau de la comptabilité quand je la banque, les comptes chèques de l'entreprise, ils doivent être ouverts au nom de l'entreprise. C'est-à-dire, avec le montant, le bilan de la banque, il doit être déposé dans un compte qui doit être ouvert au nom de l'entreprise, en tant que personne morale. ماشي هذاك لو كونت مفتوح بسميه ديال شي salarié ولا بسميه ديال le dirigeant. Non, au nom de l'entreprise. Alors en matière d'obligation, on parle de passifs. Alors les droits concernent les actifs, les obligations concernent les passifs. On a fait comme un exemple. Alors un exemple de passif, on va dire un emprunt octroyé auprès d'une banque. Si l'auditeur remarque au niveau de le passif, au niveau du financement permanent, nous avons le compte emprunt auprès des établissements de crédit. Alors, le compte emprunt auprès des établissements de crédit et les créditeurs par le montant de l'emprunt que la banque doit l'entreprise. L'auditeur doit vérifier que l'emprunt a été contracté au nom de l'entreprise, c'est-à-dire l'auditeur doit demander le contrat avec l'emprunt et que c'est l'entreprise en tant que personne morale qui a contracté l'emprunt, on achète un salarié de l'entreprise ou bien le dirigeant de l'entreprise. C'est bon? Alors, troisième assertion qu'il faut vérifier, c'est l'exhaustivité. Sauf que l'exhaustivité dans ce cas n'a pas la même signification que l'exhaustivité au cours de l'année. Parce qu'au cours de l'année, on parlait de l'exhaustivité des enregistrements comptables, c'est que toutes les pièces justificatives devraient être enregistrées. Alors ici, on parle de l'exhaustivité en matière d'inventaire. C'est-à-dire que toutes les matières premières ont fait l'objet de l'inventaire. Un autre exemple, toutes les voitures de propriété de l'entreprise figurent au niveau du bilan. Alors, on a fait comme un exemple, parfois l'entreprise
qu'on a plusieurs entrepôts, entrepôt numéro 1, entrepôt numéro 2, entrepôt numéro 3. Parfois, il a plusieurs filiales, usine à Tanger, usine à Rabat, usine à Casa. Et donc, au niveau du bilan de l'entreprise, elle doit faire apparaître l'exhaustivité, que ce soit des immobilisations de toutes les filiales, c'est pas de toutes les filiales, mais plutôt de toutes les usines, parce que s'il y a des filiales, dans ce cas, on parle d'un autre niveau de consolidation. Il faut vérifier que toutes les matières ont fait l'objet de l'inventaire, tous les entrepôts ont été visités et ont fait l'objet de l'inventaire, tous les matériels de transport ont été donc inventoriés et donc figurent au niveau du bilan de l'entreprise. D'accord? Alors, quatrième assertion qu'il faut valider pour les soldes en fin de période, c'est l'exactitude, évaluation et imputation. Alors, premier élément, c'est l'exactitude du montant. C'est-à-dire que l'auditeur va refaire le compte d'inventaire permanent et s'assure que le montant du stock final, elle est le même. C'est-à-dire, je vais prendre le stock initial, plus les entrées, moins les sorties. Et je dois trouver que le montant, elle est le même que le stock final au niveau, en matière de quantité. D'accord? Bien évidemment, il faut aussi tenir compte s'il y a un boni d'inventaire ou bien un mali d'inventaire. En matière d'évaluation, il faut vérifier est-ce que les méthodes d'évaluation choisies sont correctes. C'est bon? Est-ce que nous avons utilisé la méthode FIFO ou bien CNUL, ou bien nous avons utilisé une méthode qui n'est pas autorisée par le plan comptable. Et finalement, l'imputation, c'est-à-dire que la provision qui a été constatée au niveau avec le stock est sincère. Donc, on a le principe de sincérité qu'il faut valider ici. Alors, cinquième assertion, c'est la classification. Alors, on a toujours, lorsqu'on parle de classification, on parle de l'utilisation des bons comptes. Alors, lors de l'écriture de la constatation du stock final, on doit diviser le compte matière première avec le crédit du compte variation des stocks de matière première. Si jamais l'auditeur a constaté que le comptable a débité marchandises ou bien produits finis au lieu de matière première, dans ce cas, c'est une anomalie de classification. Et finalement, dernier critère qu'il faut vérifier, c'est la présentation. Donc la présentation doit être toujours conforme au référentiel applicable. Par exemple, au niveau du bilan et du CPC, vous avez les modèles à la fin du plan comptable qu'il faut toujours respecter. Au niveau du bilan et du CPC, on n'a pas le droit d'utiliser les comptes à 4 chiffres. On utilise uniquement les postes à 3 chiffres. Le bilan, vous n'allez pas trouver matière première, mais vous allez trouver matière et fourniture consommable. Au niveau du bilan, vous n'allez pas trouver matériel et outillage, mais vous allez trouver installation, technique, matériel et outillage. Parce qu'on ne peut pas présenter tous les comptes. Le plan comptable impose aux entreprises de faire la présentation en poste. Et donc, tous les comptes qui débutent par 312 vont être regroupés dans le poste 312, matière et fourniture et consommables. Nous avons aussi le respect du modèle du bilan avec 4 colonnes, le brut, l'amortissement provision, le net et puis le net de l'année dernière. Ça, c'est une présentation qui est imposée par le référentiel qu'il faut donc respecter lors de l'établissement des états de synthèse. C'est bon? Donc voilà, je vais faire un résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent et puis on va s'arrêter. Alors, nous avons vu tout d'abord la notion de l'audit comptable et financier. Nous avons dit que l'audit comptable et financier est une mission d'audit des états de synthèse. Donc, l'objet audité est les états de synthèse. Alors, la mission, il a pour objectif de permettre à l'auditeur d'exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis dans tout leur aspect significatif. C'est-à-dire, il faut chercher que les anomalies, ou bien il faut
il faut valider que les anomalies ne soient pas significatives, conformément à un référentiel comptable, bien évidemment, et que ces états financiers reflètent de manière régulière, fidèle et sincère la situation financière de l'entreprise. Nous avons défini les notions de régularité. On a dit que la régularité, c'est le respect de la loi. La fidélité, c'est-à-dire que les documents comptables ou bien les états de synthèse représentent ou bien reflètent une image fidèle de la réalité de l'entreprise. Et finalement, la sincérité, c'est que les données et les chiffres communiqués par la direction sont issus de la bonne foi de la direction et qu'il n'y a pas une intention à commettre des fraudes. Nous avons défini la notion de l'anomalie comptable. On a dit que l'anomalie comptable peut être soit une erreur faite de manière involontaire ou bien une fraude qui est faite de manière volontaire. L'auditeur doit s'assurer que les anomalies contenues dans les états financiers ne sont pas significatives. Qu'est-ce que ça veut dire une anomalie significative? C'est une anomalie qui va changer la décision des utilisateurs des états financiers. Alors, les auditeurs, de manière générale, fixent un seuil de signification qui est égal à 5% du résultat courant de l'entreprise. L'auditeur doit s'assurer que les anomalies détectées ne sont pas, ne dépassent pas le seuil de signification sur deux volets. Que ce soit au niveau individuel, c'est-à-dire que l'anomalie ne doit pas être significative en elle-même, comme elle ne doit pas être significative en cumulé, c'est-à-dire si elle est cumulée à d'autres anomalies. Après, on a dit que l'auditeur doit chercher les anomalies au niveau des assertions, parce que les anomalies peuvent être présentes au niveau de plusieurs assertions différentes. Alors, pour les opérations au cours de la période, les enregistrements de factures, les enregistrements des effets de commerce, les enregistrements des opérations courantes, dans ce cas, l'auditeur doit chercher les anomalies au niveau de la réalité et doit s'assurer que la pièce justificative, par exemple la facture, correspond à une opération de vente réelle faite par l'entreprise et pas une facture qui est falsifiée. Exhaustivité, donc l'auditeur doit, valider le fait que toutes les factures ont été enregistrées et qu'aucune facture ou bien aucun document n'a été omis ou bien oublié. Troisième assertion, exactitude. Les montants qui ont été imputés dans le journal de l'entreprise sont les bons montants. Les classifications, les comptes utilisés sont les bons comptes. Les séparations de la période, ou bien la séparation des périodes, les opérations d'achat ou bien de vente ont été livrées pendant la même année. Et finalement, la présentation, solde en fin de période. L'auditeur doit vérifier l'existence des actifs, que les actifs existent réellement dans la réalité. L'auditeur doit vérifier que l'entreprise elle est le propriétaire des actifs et que c'est elle qui a des engagements vis-à-vis des passifs, c'est-à-dire les crédits sont l'obligation de l'entreprise. L'auditeur doit aussi vérifier qu'au niveau de l'inventaire, il y a exhaustivité en matière d'inventaire d'actifs. Aucun actif n'a été oublié et tous les actifs figurent au niveau du bilan. En matière d'exactitude, d'évaluation et d'imputation, alors là on peut parler maintenant l'exemple des stocks, on peut aussi donner l'exemple des amortissements. Lorsque la durée d'amortissement n'est pas légale, dans ce cas, il y a donc problème au niveau de cette assertion d'évaluation et d'imputation. Classification, c'est-à-dire que nous avons utilisé les bons postes au niveau des états financiers. Et finalement, la présentation,
les états de synthèse ont été présentés suivant les modèles qui existent en plan comptable. Donc, à la fin du plan comptable, vous avez voilà, les modèles qu'il faut respecter pour le bilan, le CPC, le tableau de financement, les tableaux de gestion et la liste des éthiques. Voilà, vous avez les éthiques B1, etc. C'est bon, la liste des éthiques qu'il faut avoir. Là, je vais partager avec vous un exemple. Il y a les états de synthèse d'une entreprise, bilan, CPC, état financier. Comme ça, vous aurez une idée sur les documents qui seront audités. Bon, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Alors voilà, alors si vous n'avez pas de questions, je vais partager avec vous le... Oui, vous avez une question? Au niveau du seuil de signification, on a une seule condition, il y a 5% de résultats. Alors normalement, pour répondre à cette question, le seuil de signification, elle n'est qu'une proposition, elle n'est qu'une recommandation de la norme ISA 320. Mais normalement, le seuil de signification, ce n'est pas une règle absolue. C'est à l'auditeur de fixer le seuil de signification qui lui paraît convenable. Donc, alors, de manière générale, le 5%, parfois, il peut aller jusqu'à 10% en fonction de l'entreprise. Mais pour ne pas compliquer la chose, on va travailler avec 5% du résultat courant selon la recommandation de la norme ISA 320. Mais je répète, ce n'est pas une règle absolue. Ce n'est pas une règle absolue. L'auditeur a le choix, selon son vécu professionnel, selon son professionnalisme, de fixer le seuil de signification qui lui paraît adéquat. D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur? Oui, vous avez une question, allez-y. Si l'un des assertions n'est pas respecté, est-ce que cela est considéré comme un fraude? Alors, on a fait les assertions, on n'a pas parlé de fraude ou erreur. On a fraude, erreur, ça dépend de l'intention. Il y a c'est voulu ou bien c'est pas voulu. D'abord, si on trouve une assertion qui n'est pas validée, automatiquement, nous avons une anomalie. L'auditeur ne va pas se casser la tête pour savoir est-ce que c'est exprès ou pas. Maintenant, une facture qui n'a pas été comptabilisée. L'auditeur ne va pas se casser la tête en demandant est-ce que vous l'avez fait exprès, est-ce que vous ne l'avez pas fait exprès. Mais le plus important, c'est de savoir où est l'anomalie, est-ce qu'elle a dépassé le seuil de signification ou pas. D'accord? Oui, monsieur. J'ai compris. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc partager avec vous le support jusqu'à cette partie, les assertions. Je vais aussi partager avec vous aussi un exemple des états de synthèse d'une entreprise. Et comme ça, vous aurez une idée sur les états de synthèse. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, pour continuer le chapitre. Donc voilà, vous avez une question? Oui, mademoiselle, vous avez une question? بالنسبة للإكزوستيفيتي بالنسبة للحالة ديال الإكزوستيفيتي قلتي لنا بأن خاصها ني با اوبليي انجستري لي فاكتور في الحالة إلا كان عندنا إلا نسات أن ما دارش رانجسترون. Alors, s'il a oublié de faire quoi? Il a oublié de faire l'enregistrement. Alors, si l'entreprise a oublié de faire l'enregistrement d'une facture, c'est-à-dire que le critère de l'exhaustivité n'est pas validé. Qu'est-ce que ça veut dire exhaustivité? Exhaustivité, c'est-à-dire la totalité, à 100%. D'accord?
Donc le terme exhaustivité, ou bien on dit qu'une liste est exhaustive, c'est-à-dire qu'elle comprend tous les éléments. Donc il suffit que le comptable oublie uniquement une seule facture pour que l'assertion de l'exhaustivité ne soit pas validée. Est-ce que c'est compris? D'accord. Compris. Oui, monsieur. C'est bon? Donc voilà, C'est bon. je vous souhaite bon courage et donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est bon? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Yallah. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. أخويا اللي عنده النمرة ديال البروف يشعلها ويصيفط عليا بريفي الله يحفظكم.